Merci beaucoup, à tous d'être là pour ce, webinaire, Sex Tech for Good sur, un sujet passionnant de la contraception, masculine. C'est un sujet comme on les aime, chez Sex Tech for Good parce que c'est un sujet qui mélange à la fois, voilà, de l'innovation et de l'impact sociétal et c'est pour ça que notre collectif s'appelle comme ça d'ailleurs, hein, Sex Tech et Tech for Good. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais juste dire un petit mot sur ce collectif qui rassemble une quarantaine de startups et des entrepreneurs qui sont tous engagés dans des projets innovants dans le domaine de la sexualité. Donc, ce sont des projets qui peuvent être de la santé, de l'éducation euh, ou... alors, j'ai un écho, moi. Vous n'avez pas d'écho, vous? C'est très désagréable. Peut-être que vous pouvez peut-être couper. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de couper Ouais, vos je coupe. micros. On attend. Bon, alors désolée, donc je reprends. Donc le collectif Sex Tech for Good qui fédère donc des entrepreneurs qui sont tous des entrepreneurs engagés et qui innovent dans les domaines de la sexualité, donc l'éducation, la santé et le plaisir évidemment, mais le plaisir voilà dans toutes ses dimensions pour toutes et tous aussi. Donc bien sûr, par exemple la sexualité des seniors ou des personnes en situation de handicap, donc des entrepreneurs qui sont vraiment engagés pour une sexualité positive, pour plus de voilà de liberté, pour une société plus jouissive. Parmi les sujets qui ont permis à la sexualité de se libérer, il y a notre sujet de ce soir, la contraception. Vous n'êtes pas sans savoir que ça a été un grand pas, notamment, je pense, pour la femme, mais pas que, on va en parler. Il a quand même fallu attendre la loi Neuwirth de 1967 pour que la contraception soit légalisée en France, autorisée. Et aujourd'hui, on est d'un des pays, un des premiers pays au monde pour l'emploi des méthodes contraceptives fiables. Donc, selon l'INSERM, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, voilà, en gros, 92% des femmes de 15 à 49 ans utilisent un moyen de contraception, principalement la pilule, donc ce qui fait une évaluation d'à peu près, si mes chiffres toujours sont bons, de 7 millions de femmes qui sont contraceptées. Et vous ne serez pas étonné de savoir qu'on n'a pas le même chiffre pour les hommes et qu'on n'a peut-être même pas de chiffre du tout pour évaluer le nombre d'hommes contraceptés. Mais peut-être que Antoine et Maxime et les speakers que je vais vous présenter ce soir n'auront peut-être un petit peu plus d'infos. Et vous ne serez pas non plus étonné d'apprendre que dans les couples hétérosexuels, à 90% encore, la charge contraceptive est portée par les femmes. Et cette charge comprend la charge temporelle, parce que si on prend la pilule, il faut y penser tous les jours. Et puis, il y a des suivis, il y a du médecin, donc il y a des consultations. Donc ça aussi, ça prend du temps. C'est de la charge physique, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. Et il y a aussi une charge financière. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est intéressant et que c'est un bon marqueur aussi de l'évolution de la société en termes d'égalité, voilà, hommes-femmes. Alors, cette situation de déficit en fait d'hommes contraceptés, elle s'explique de différentes manières. On va en parler ce soir. Déjà par une offre euh, qui n'est pas très très large, qui est pas, on va encore peut-être vous expliquer aussi pourquoi, parce il y a des explications. Et puis aussi, il y a un gros frein culturel, puisque encore d'être la virilité et la fécondité, la fertilité reste un marqueur de la virilité. Et là non plus, vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'on est encore dans un système très patriarcal et on a beaucoup d'images encore à déconstruire sur cette masculinité. Heureusement, les temps changent quand même, malgré tout. La situation évolue et il y a de plus en plus d'hommes qui se sentent concernés par le sujet et qui ont envie de prendre et en tout cas de partager cette charge contraceptive et qui pensent qu'effectivement c'est aussi une histoire d'hommes. Et on est ravis de cette évolution et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Donc avec Antoine Collodiette qui est fondateur et directeur de la société Entrelac qui va nous expliquer ce que c'est Entrelac. Donc, Sextech for Good a la chance aussi d'être une toute petite partie sociétaire. Il vous expliquera. Avec Maxime Labrie, qui est fondateur de Thorem et inventeur de l'anneau AndroSwitch. Donc, là aussi, une épopée à raconter sur la création de ce dispositif de contraception. Et deux jeunes femmes, Éléonore Abadi et Julie Simon, qui sont encore étudiantes, mais qui sont en création de leur entreprise sur un dispositif aussi, la Cobalt Contraception de boxeurs, avec aussi une méthode thermique. Et j'ai la chance, en fait, de, voilà, aussi de les accompagner, de les voir grandir depuis
le début, et elles sont à Brest. Et la blague, et je dis souvent, mais je le revendique, que Brest est la capitale française de la sextech, hein. C'est voilà, la Brest, c'est la ville de création de Sextech for Good. Voilà, j'ai assez parlé, je vais passer la main maintenant, et je vais essayer de vous le mettre à l'écran, d'Antoine, qui va nous présenter Entrelac et qui, point .com, et qui va aussi nous dresser voilà, un état des lieux du sujet qui les occupe. Voilà. Alors, je galère un peu, c'était prévu. Antoine. Me voici. Ouais, tu peux commencer, comme ça je switch l'écran dès que j'arrive à cliquer là où il faut. Voilà. Ok, super. Bah écoutez, bienvenue à tout le monde. Merci Christelle pour cette belle intro et pour ton accueil. Je suis vraiment super content qu'on soit là tous ensemble pour parler de contraception masculine. Effectivement, je fais partie de l'équipe qui a créé Entrelac il y a 1 an et demi à peu près, quelque chose comme ça, entre le boulot en amont et la création officielle. C'est à peu près ça. Évidemment, on a en tête, hein, des chiffres un petit peu comme ce que disait Christelle, sur justement les 10-12% d'hommes seulement qui prennent leur part de façon effective de la contraception. Euh, et puis aussi, et de ces 100% des femmes qui connaissent des grossesses non programmées, qui vont connaître les conséquences financières, corporelles, en termes de charge mentale, etc., de la contraception. Et si je vous disais que je suis arrivé à Entrelac avec mon équipe uniquement par ça, je vous mentirais, parce que moi, je suis arrivé dans ce sujet en commençant ma contraception perso, en fait, il y a 3 ans de ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était avec un Andro Switch. Euh, je suis arrivé à ça après une longue réflexion personnelle et puis un besoin très, très concret, en fait, de penser à une façon alternative de me contracepter. Je l'ai essayé sur moi, ça marchait très bien. J'ai rencontré Max et quelques personnes qui gravitaient un peu autour de lui. Et assez rapidement, je me suis engagé sur le sujet parce que je me disais, oh, comment un produit aussi simple n'est pas davantage diffusé, et pourquoi ça génère des débats aussi passionnés, notamment auprès des gars qui sont pas au parfum, en fait, des questions de contraception. Et de fil en aiguille, bon, il y a eu plein de péripéties, on a rencontré plein de gens fantastiques, et effectivement, sur la fin de l'année 2021, déjà moi, je travaillais déjà de façon un peu informelle avec Max et avec d'autres personnes. On s'est retrouvés justement à discuter de ce qui se passait sur cette fin d'année 2021, à savoir des discussions avec la NSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, un peu les gendarmes du médicament et du dispositif médical. Et début décembre 2021, il y a eu une DPS, une décision de police sanitaire, dans lequel il demandait gentiment à Maxime d'arrêter de vendre le produit, et du coup, ça en a suspendu la vente. À partir de ce moment-là, nous qui étions très engagés et pour le produit lui-même, et notamment aussi autour de tout ce qui était le discours, la réflexion commune sur le sujet, et assez engagés aussi dans les réseaux militants, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui manque, en fait? Il nous semble avoir tout. Enfin, on a l'envie, il y a le produit, pourquoi ça n'arrive pas? Et en fait, en discutant avec la NSM, ils ont dit, en fait, votre produit n'est pas certifié, il n'a pas le droit d'être vendu comme dispositif médical. Bon, évidemment, Maxime était plus au parfum de ce genre de choses, hein, puisque lui, ça fait plus longtemps qu'il travaille avec son produit. Mais on a voulu créer avec Entrelac une structure qui permet aux produits émergents, aux inventions de contraception dites masculines, d'arriver jusqu'au marché européen. Et effectivement, comme on était déjà en contact avec Maxime, il y avait déjà l'occasion de pouvoir commencer dès le début avec un produit super prometteur. On a créé. Ce qu'il faut Oui. expliquer, c'est que pour avoir ces certifications-là, peut-être les gens qui ne le savent pas,
Autant quand on parle, par exemple, d'objets dans la sextech, de sextoy, il y a une espèce de vide Mmh, juridique et il n'y en a pas trop de contraintes. Et dès qu'on passe dans la rubrique santé et dispositif mmh, médical, là, ça se corse. Peut-être que c'est important, peut-être à ce niveau de la conversation, ouais, d'expliquer aux gens, en fait, le budget qu'il faut avoir sur des sujets qui ont du mal aussi à lever de l'argent et qui mmh, expliquent aussi, parce que si on fait l'histoire, euh, le retard de la contraception masculine est très lié aussi à des décisions de laboratoires pharmaceutiques qui guettent très bien leur vie avec la contraception féminine, avec des molécules qui existent déjà et des marges qui sont voilà, qui ne sont plus que de la marge et qui n'ont pas forcément voilà envie d'investir et qui l'ont pas fait au départ alors que dans les années 70 un projet était déjà en recherche. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des hommes dans le conseil de directoire, si j'ai bien compris l'histoire, et qu'ils n'avaient pas du tout envie de ça. Oui, mais je vois Maxime qui réagit. et oui, en effet, on a rapidement compris que les labos allaient pas s'y mettre, en fait. Et on s'est dit: «Bah, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un petit bout de leur travail?» Et effectivement, on a commencé à plancher, sur le règlement européen du dispositif médical et là, pour le coup, là, il y a pas de vide juridique. Il y a une règle, la règle numéro 13 ou 15, si je me rappelle bien, je me rappelle pas si bien que ça, qui dit, tout DM, tout dispositif médical de contraception est classé comme étant parmi les plus risqués. Je vous épargne le jargon, les classifications, les choses comme ça. C'est la fameuse classe 2B qui est parmi les plus risqués pour du dispositif médical. Donc là, on était un petit peu coincé. Et Et pour donner un effectivement, ordre d'idée de budget, parce que pour que ça soit très clair ouais. dans la tête des gens, parce qu'on a l'impression quand on voit le produit, Maxime, tu nous en parleras tout à l'heure, qu'en fait c'est un produit qui est simple Mmh. et puisqu'il a déjà été vendu et qu'il existe, on a du mal à comprendre. Mais finalement, les temps sont longs et le budget est énorme. Je ne sais pas si tu peux donner ça pour Mmh. qu'on se rende bien compte de pourquoi aussi c'est si long. Ouais, alors, bah, disons qu'avec, un produit comme AndroSwitch, on comment dire? C'est un produit qui est assez différent du slip chauffant que vont connaître certaines et certaines, donc on est vraiment sur un produit d'innovation et dans ce cas-là, il faut refaire tout de zéro et faire un essai clinique, en fait. Un essai clinique pour prouver la sécurité et l'efficacité du produit et du coup, pour rentrer dans les règles, il ne faut pas que le clinique, il faut aussi toute la partie réglementaire et la fameuse certif et du coup, entre le budget essai clinique qui se fera en 2 parties et le budget, réglementaire, on est sur un petit 1 000 000 d'euros, en fait. Voilà. Voilà. Ouais, j'en profite, hein. Si vous voulez être sociétaire, je crois qu'on peut toujours Ouais, rentrer et participer, hein. Mm. absolument, ouais, pour, faire un mini point sous, cette année avec un tout petit peu plus d'1 an, d'existence de l'entreprise et bien, on a levé, 300 000 €, heu, via la philanthropie et un prix, de développement, américain, qu'on a remporté en début de cette année et 100 000 €, sur la partie, sociétariat. Donc voilà, pour le projet, bon, bah, le calcul, il est vite fait, hein, il manque à peu près 600 000 € pour financer la totalité du projet. En tant que sociétaire, du coup, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'Entrelac, c'est une coopérative, une SCIC, elle appartient à ces sociétaires et du coup, vous pouvez devenir sociétaire à partir de l'achat d'une part sociale, ce qui vous donne autant de droits de vote que quelqu'un qui aurait plus de parts sociales. Enfin voilà, c'est, Maxime veut dire quelque chose. Vas-y, Maxime. absolument, ouais, Max. Oui, alors je rajouterais que voilà, c'est 1 million pour un dispositif avec un impact social en fait majeur. Pour avoir un ordre d'idée, le volume d'argent généré par la contraception dans le monde, c'est 24 000 milliards de dollars. C'est pour vous montrer à quel point il y a un réel désintérêt, une absence de volonté et de partage à mettre en place des choses comme ça. Et sur Entre-là, je rajouterais aussi que clairement là pour le moment, c'est une équipe de salariés bénévoles qui travaillent. Donc en gros, ils travaillent gratos depuis 1 an sur des choses qui sont très importantes, avec un niveau d'expertise très important. Et je trouve ça hallucinant. Donc déjà, je voudrais les remercier de leur accompagnement. Merci d'avoir fait rentrer d'autres futurs fabricants et d'accompagner d'autres personnes et que ça se développe.
Et je sais à quel point, en fait, la sécurisation aussi financière et le fait de reconnaître le travail avec aussi cette part de salariat est important. Donc, dans le budget annoncé d'Antoine, il n'y a pas du tout la part de salariat. J'invite aussi les personnes à relever ce point, et si elles veulent accompagner, elles peuvent le faire aussi en sécurisant, en fait, le travail de ces personnes qui sont remarquables en tant que salariés d'entre là. Merci à vous. Ben, et j'en profite parce qu'on est là dans un webinaire Sextech for Good pour dire que cette réalité-là, et c'est important que tous les gens qui sont connectés ce soir le sachent, c'est que c'est malheureusement aussi la réalité de tous les entrepreneurs de la Sextech et d'une partie de la Femtech qui adressent des sujets de société. Certains sont prévus dans la loi, comme l'accès à l'intimité et à la sexualité des seniors, j'en parlais tout à l'heure, des personnes en situation de handicap. Et en fait, voilà, il y a des gens qui innovent et qui réfléchissent, mais ils sont absolument pas financés, alors qu'on répond à des choses qui sont prévues dans un cadre réglementaire. Et donc, voilà, c'est vraiment ça la réalité aussi aujourd'hui d'un secteur d'innovation à impact sociétal, mais qui est complètement pas financé, pas reconnu, mal connu, encore mal vu, avec beaucoup de tabous. Donc ça, c'était le petit aparté, mais c'est aussi pour ça que c'est important pour nous que vous soyez là ce soir et que vous vous rendiez bien compte que tous ces sujets-là, voilà, ils sont extrêmement importants à soutenir et que plus on est nombreux, en fait, on le voit bien que c'est peut-être nous qui pouvons faire à un moment donné la différence, voilà, en Mmh. nous mobilisant sur ces sujets. Peut-être Antoine, maintenant si tu veux faire peut-être un petit panorama sur la contraception masculine, qu'on puisse un peu avancer dans le sujet. Ouais, tout à fait. Alors, je vais te dire des choses qui vont peut-être sonner comme des évidences, hein, pour certains, certaines. J'ai essayé d'aller chercher des petites choses, intéressantes quand même, à se mettre sous la dent. Ce qui existe aujourd'hui, il y a, grosso modo 5 méthodes. Heu, il y a à boire et à manger, hein, il y a un petit peu de tout. Celle qu'on connaît très bien, c'est effectivement le préservatif, externe qu'on dit, masculin, qu'on considère comme très efficace, hein, dans la vie en théorie, il est efficace à 98. Faut savoir que dans la vie courante, on estime son efficacité plutôt à 85, ce qui le place un petit peu au-dessus du retrait, faut savoir, voilà. Parce qu'un préservatif voilà, je vous fais pas un dessin, mais dans la pratique, ça glisse, ça se perce, ça se met pas au bon moment, enfin, tout un tas de choses. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on entend souvent, pour rebondir sur les questions de virilité, de choses comme ça, on entend souvent l'argument de, «Oui, mais le préservatif, ça me sert». Bon, là, j'ai refait un petit tour sur le site leroidelacapote.com, qui présente, à peu près 50 marques, dont une super marque anglaise qui s'appelle My One Condoms, qui présente 10 largeurs et 10 longueurs de préservatifs pour à peu près 50 combinaisons différentes. Oui, Donc vous dites je souvent de pense, votre son bonheur. voilà, c'est ça. Donc c'était, un petit passage pour dire, ça peut demander un tout petit effort, mais le produit, il existe, sachez-le. Et comme on parlait de 98 d'efficacité, 85, en pratique, ben, quand on a la bonne taille, la bonne largeur, tout ça, bah, on peut être bien plus au-dessus, que le 85 dans sa pratique, au quotidien. On a un petit conseil dans le chat, hein, oui, pour améliorer l'efficacité, n'oubliez pas d'utiliser le lubrifiant, oui, très important. Absolument, tout à fait, voilà. Et au passage, très important aussi, le préservatif, c'est la méthode aujourd'hui qu'on connaît pour se protéger aussi des IST, des MST. Voilà, c'était le petit passage, bref. Heu, Et heu, ces dernières années, c'est intéressant d'en parler parce que, la vasectomie a fait à peu près x12 en termes de demande de contraception ces 10-12 dernières années. Là, on est plutôt autour de 20 000 demandes par an, quelque chose comme ça sur les derniers chiffres. En 2000-2002, on était un petit peu en dessous de 2 000 demandes par an. Donc ça donne un petit aperçu de l'acceptabilité qui est en train de s'améliorer sur cette procédure. Et on a vu Euh, beaucoup, je te coupe, mais c'est vrai que c'est bien aussi parce que je trouve qu'on a vu de plus en plus d'hommes prendre la parole sur le sujet ces derniers temps. Et je trouve que mm, voilà, c'est intéressant qu'ils le disent et qu'ils expliquent pourquoi. Je trouve que ça fait avancer. On dit souvent que du côté du féminisme, on a besoin de rôle modèle, mais je pense que aussi du côté des hommes, on a besoin de rôle modèle et de porte-parole. Mm. Bah, oui, effectivement. Et tout ça, en fait, c'est important parce que ça crée une espèce de pression sociale. Et ça pousse aussi, bah, les urologues à se mettre à jour, en termes d'outils, en termes de pratiques. Bon,
Les urologues aiment bien la vasectomie quand même, ils sont pas très très partageurs là-dessus. Par contre, ils se perfectionnent et ils utilisent. On peut trouver de plus en plus en France la méthode sans bistouri, hein, qui utilise un outil en fait qu'ils ont pu faire reconnaître en fait justement dans le fameux règlement européen du dispositif médical. Euh, Ça c'était pour la vasectomie. La méthode hormonale, donc, c'est pas encore une pilule, mais pour les hommes, ça existe déjà et c'est une méthode qui est utilisée depuis à peu près 40 ans, quelque chose comme ça, sur lequel travaille le docteur Soufir, hein, depuis les années 80. Et en fait, c'est un cocktail d'hormones dont je ne pourrais pas vous décrire la composition. Toujours est-il que c'est des hormones qui vont s'injecter du coup par seringue, par voie intramusculaire, qui vont nécessiter une injection par semaine. Et cela enfin, dans le cadre des études cliniques, ça a été testé jusqu'à 18 mois. Donc, le médecin qui accompagne va dire que c'est possible jusqu'à 18 mois. Euh, Dans l'absolu, on pourrait aller au-delà, mais il n'y a pas d'étude qui va plus loin que ça. N'hésitez pas à compléter, Max, si tu as d'autres idées là-dessus, ou des choses. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Alors pour compléter, la méthode hormonale, par appel d'air en fait, avec la thermie qui arrive et la vasectomie, elle est en train de se développer sur le territoire national. On est passé d'une dizaine de personnes qui pratiquaient ça de manière voilà très 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 épisodique sur un an à plus d'une centaine. Donc la filière de santé en fait et de parcours est en train de se mettre en place. Donc très honnêtement, s'il y a une personne qui m'écoute et qui nous écoute et qui a envie de s'y mettre, c'est possible. Où que vous soyez, c'est fini la centralisation autour de Paris, c'est terminé. Je tiens ça d'urologues parce que j'étais à une conférence avec eux à Eurofocus sur des points contraception. Le parcours, c'est médecin généraliste, vérifier que la personne est bien éligible à la méthode. Vous trouvez tous les protocoles sur Internet qui ont été rédigés par Jean-Claude Soufir, donc tout est en ligne, accessible. Si la personne elle est éligible, le médecin généraliste l'oriente vers le centre d'urologie et d'andrologie du CHU le plus proche. C'est le centre qui met en place le protocole hormonal et après c'est suivi à la maison avec le médecin généraliste. C'est à base de testostérone principalement, donc c'est faire croire au corps qu'il a déjà produit sa testostérone, donc le corps n'en produit pas et en cascade, comme la production de spermatozoïdes, le précurseur principal c'est la testostérone. S'il n'y a pas de testostérone naturelle, il n'y a pas de production de spermatozoïdes. Une personne sur 5 n'y répond pas chez les caucasiens, donc ça veut dire qu'il faut faire ça pendant 3 mois pour vérifier, mais potentiellement une personne sur 5 n'y réagira pas. Ça coûte à peu près 8 € une ampoule, et une ampoule c'est pour une semaine. Il y a des protocoles, mais plutôt en Belgique et en Suisse, qui se développent sur des protocoles d'effet retard mensuels. Mais en France, j'ai peu de données sur ça. Donc en tout cas, si les personnes veulent essayer, c'est tout à fait faisable. Passez par votre médecin généraliste, remontez par le centre hospitalier universitaire. C'est les seuls moyens de faire changer les systèmes, c'est de les faire fonctionner. Donc allez faire valoir vos droits. Vous êtes en capacité de le faire. Médico-légalement, il n'y a aucune reconnaissance de ces protocoles avec des autorisations de mise sur le marché en France. Toutes les sociétés savantes font du silence radio sur ça. Par contre, tout le monde se court avec l'officialisation par les essais de l'Organisation mondiale de la santé qui ont été faits dans les années 90, dans les années 2000, 2010. Donc, il y a une reconnaissance mondiale, pas nationale. Tout le monde s'appuie là-dessus. Allez-y. Si vous le souhaitez, ça fait partie des méthodes émergentes, accessibles, là, maintenant, tout de suite, en 2023. Bah voilà, je crois que c'est très clair. Et donc, est-ce qu'il y a encore autre chose, hein, je crois, dans ta liste Ouais. de Bah solutions? oui, bah absolument. Mais là, ce qu'on s'était dit avec Maxime avant de se connecter, c'est que je lui laisserai le dance floor pour parler de la méthode thermique. Donc, j'ai envie de dire, Maxime, go on. Super, ben merci. Alors, volontairement, je pense qu'on n'aborde pas le retrait parce que le retrait, le considérer comme une méthode de contraception, c'est compliqué. Les indices d'efficacité vont de 3 à 30, donc autant vous dire qu'il y a une disparité énorme. Donc au final, voilà, si vous envisagez d'avoir des enfants, la méthode du retrait peut être intéressante pour ne pas programmer entre guillemets en fait l'arrivée d'un enfant. Il faut un peu le voir comme ça. Je rajouterai en termes d'information que plus vous pratiquez une méthode longtemps, plus elle perd d'efficacité.
Les efficacités qu'on vous a données sont des efficacités qui sont calculées sur une année et pas sur 10 ans. Chaque année cumulée, en fait, c'est des pertes assez importantes en termes d'efficacité. Donc, une méthode qui est à 85%, par exemple, sur le préservatif la première année, elle est plus du tout à 85% 5 ans après. Elle est beaucoup plus proche de 80, voire même en dessous de 80. Donc, attention, variez vos modalités contraceptives tout au long de votre vie si vous voulez être sûr de ne pas avoir d'enfant. Ça, c'est important. La méthode thermique, c'est un peu comme l'hormonal, hein, c'est une méthode vieille, hein, c'est une connaissance ancestrale. Hippocrate en parlait déjà. Chaleur et testicules, ça fait pas bon ménage. Ça a été repris par les Romains avec les techniques du bain chauffant qui reposaient sur des stress thermiques pour en fait tuer littéralement les spermatozoïdes et donc empêcher toute fécondation. Et puis au final, c'est des essais qui ont été faits pendant à peu près un siècle, avant le XXe siècle, principalement pour augmenter à chaque fois la fertilité. Et la chaleur était identifiée comme un perturbateur au final à la fertilité. Donc voilà, il valait mieux refroidir les testicules. Et souvent, il était proposé en ouverture de dire peut-être qu'on pourrait utiliser la chaleur comme principe contraceptif. Vous en doutez, c'est totalement resté lettre morte parce qu'on ne touche pas aux testicules, c'est totalement sacré et que nous sommes dans des sociétés totalement patriarcales et inéquitables, encore à ce jour, mais ça va changer. Donc, c'est très longtemps. Il y a eu une tentative en Suisse par le professeur Martha Vogeli qui a tenté justement de challenger la vasectomie et les bains chauffants et les saunas pour proposer une méthode de contraception, mais ça s'est pas du tout développé. Ça a été repris dans les années 80 avec deux méthodes au final qui étaient chauffées de manière avec une chaleur externe les testicules. Donc les personnes portaient des slips, mettaient des résistances à l'intérieur, se connectaient au 220 en fait, parce que dans les années 80 il n'y avait pas de batterie, pour voir ce que ça donnait. Et l'autre technique, la fameuse, c'est l'ascension des testicules, c'est le fait de pouvoir au final mettre ces testicules en position dite haute dans cette poche, dans ces deux poches, parce qu'il y a deux poches, dans lesquelles en fait naturellement les testicules peuvent migrer, émigrent quand il n'y a pas de place entre les jambes, émigrent quand dans la petite enfance la personne joue avec ses testicules et les fait disparaître. Sauf que ce truc-là, ce geste-là est devenu un tabou, a été rattaché à une idée de la disparition des testicules, de la perte de caractéristiques dites masculines ou de dévirilisation ou de castration, bref, un flot de mensonges ininterrompus. Et donc là, au XXIe siècle, on est en train en fait de débunker tout ça culturellement, socioculturellement, pour à nouveau permettre aux personnes, aux couples, de pouvoir s'approcher petit à petit de leurs testicules et d'envisager cette ascension des testicules. La méthode thermique, elle repose sur une énergie pour un principe actif, et le principe actif, c'est la chaleur du corps. La personne produit elle-même son principe actif pour pouvoir se contracepter. C'est un truc de dingue. Et tous les dispositifs qui ont été inventés ne sont que des bêtes suspensoires avec un effet push-up qui sont portés de manière externe, de manière discontinue. Et comme l'a dit Antoine, tout ce qui est contraceptif va dans une catégorisation de dispositifs étant très dangereux, donc c'est-à-dire que l'anneau en silicone est dans la même catégorie que des appareils à dialyse ou des respirateurs. Je suis infirmier, je vois très bien un appareil à dialyse, un respirateur, j'ai du mal à comprendre comment ce genre de petit objet peut être dans la même catégorie. Voilà. Mais bon, il se trouve que les réglementations ont été faites depuis un petit moment, probablement par des hommes blancs cis hétéros qui n'avaient aucune envie de développer ce genre de méthode. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que ces dispositifs sont compliqués à mettre sur le marché. J'ai découvert ces méthodes totalement par hasard. Quand j'avais 33 ans, dans une impasse contraceptive pure. Et au final, il a été plus simple pour moi d'inventer mon propre dispositif et de partir sur du silicone plutôt que de pratiquer la contraception thermique à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec un slip qui était fabriqué à Toulouse, une obscure méthode. C'était très vieillot et très compliqué parce que je travaillais, il fallait que je fasse un déplacement sur Toulouse pour pouvoir peut-être me contracepter. Très peu d'informations étaient disponibles et c'était dommage. Les choses ont maintenant beaucoup changé avec le boom un peu de l'anneau qui a permis de rendre visible, accessible, parce que l'anneau c'est pas que un objet, c'est aussi un site, c'est aussi des valeurs,
c'est aussi une dynamique collective. Et tout ça a permis en fait de donner à la population accès à une information. Et donc petit à petit, l'anneau est en train de se développer, va à la certification. Donc d'ici 2028, vous devriez le trouver dans toutes les pharmacies. Ça pourrait être aussi remboursé par la sécurité sociale, probablement, après la certification. Et cet anneau, le fait qu'il soit certifié, en fait, il va servir de parapluie à tout le reste des techniques. Parce que ça va donner la littérature et ça va donner voilà, une sorte de reconnaissance à la thermique de manière générale. Et donc, toutes les pratiques émergentes vont pouvoir continuer à exister. Et toutes les pratiques émergentes qui veulent s'intégrer dans le système avec un certificat CE, comme le propose l'équipe de Cobalt qui est là, et je leur remercie d'être là, qui est basé sur la suspension des testicules et qui vont donner un coup de jeune un peu à ces suspensoires textiles, vont permettre en fait de développer d'autres méthodes et d'autres propositions d'outils. Voilà. Super. Et moi, la question que je me pose, parce qu'au fait, là, on voit bien, il va falloir du temps, il y a une réglementation, il faut se mettre en conformité. Ok, même si on sait que la méthode, elle fonctionne. Euh, et quel, tu penses, le poids encore de la société? Parce que j'imagine que même si on pense qu'un essai clinique, c'est un temps long, bouger une société, c'est encore, qui est encore un temps encore plus long. Et donc, voilà, est-ce que vous êtes, parce que vous pourrez tous répondre, mais assez confiant sur ce taux d'adoption après, une fois que voilà, ça sera plus facile à trouver dans les pharmacies ou autres? Parce que on voit quand même que quand on en discute autour de soi, et en plus, on le voit aussi, je ne veux pas faire de raccourcis trop bruts, mais par exemple, quand on voit la pornographie, enfin, quand on voit encore des marqueurs voilà, de ce qu'est la vérité, ce que c'est un homme, la puissance, bon, on se dit oui, on a vraiment encore du mal, et pour beaucoup d'hommes, ne plus fabriquer de spermatozoïdes être contracepté, pour eux, c'est être moins homme. Alors que quand tu leur dis, bah ok, donc du coup, une femme qui prend une contraception, elle est moins femme. Et là, tu dis, bah non. Mais la logique s'applique pas s'applique pas de la même manière. C'est le certificat européen va aider d'un point de vue réglementaire, va sécuriser les parcours, va permettre aux médecins aussi de libérer leur parole, mais c'est pas ça qui va faire que la société va réellement changer. La société a déjà changé un peu et elle va continuer à changer, mais il va pas y avoir un effet de switch avec le CE et tout d'un coup tout le monde va y aller. Non, pas du tout. En fait, ça va être ultra long, ça va prendre des générations. Parce que c'est des temps d'information, de sensibilisation et de déconstruction. Et ça, c'est des temps longs. Et d'autres après nous, en fait, continueront le travail en ce sens-là. Et moi, je pense, parce que c'est une des remarques, elles vont prendre la parole après, que j'avais fait, une des premières que j'avais fait à Eleonore et Julie quand je les ai accompagnées, c'était de leur dire d'interroger la question de la confiance. Parce que là, on est en train de parler aussi de ce que les deux hommes doivent bouger dans la manière dont ils voient aussi leur masculinité et la prise en charge de cette contraception. Mais ça veut dire aussi que les femmes, mine de rien, il faut qu'elles changent aussi dans leur manière de voir les choses, parce qu'elles sont beaucoup, et des fois on est nombreuses à se dire, ah, mais on voudrait bien partager cette charge-là. Mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir vraiment confiance. Et je suis pas sûre que ce soit pas non plus aussi voilà, un frein à dépasser. Ouais. Alors, le but du jeu, l'un des buts vraiment finaux, ce serait que chacun soit responsable de sa fertilité. Et que chacun donc ait des modalités de responsabilité, de responsabilisation et puisse l'engager dans un commun qu'on va appeler la contraception, dans la relation de couple, en fait. Et donc là, très clairement, la contraception dite masculine ne vient pas remplacer l'existant, elle vient se mettre au service et uniquement au service des personnes avec ovaires. Parce que c'est elles qui vont porter, ou elles qui vont porter la charge de la conséquence, en Bien fait, sûr. de cette responsabilité-là. Mmh. Donc, en ce sens-là, la méthode ne peut se développer comme ça et que sur une relation de confiance. Et il y a un élément qui est ultra intéressant dans la contraception dite masculine, c'est que pour le moment, elle se développe, mais elle se développe toujours sous gage d'examen complémentaire, sous gage de réalisation de spermogramme. Et donc, d'aller attester, d'aller objectiver au final cette pratique pour bien vérifier la sécurité et la performance. Et l'accès au spermogramme et le fait de pouvoir vérifier, un peu comme des dépistages MST-IST, où à un moment donné, avec son partenaire, quand on débute une relation, si on choisit de plus mettre de protection, va falloir passer par la case de OK, on vient vérifier mutuellement en fait et s'engager à. Et ce temps-là en fait vient donner en fait de la confiance. Ce qui veut dire qu'il faudra aussi développer pour que ce soit pour éliminer, parce que c'est un des freins, cette fameuse vérification de la spermatogénèse, d'avoir à terme des dispositifs qui peuvent le faire en autonomie chez soi, j'imagine, puisque
C'est, faut que ce soit facile, j'imagine. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai et c'est l'un des freins au développement parce que là, moi, je fais un tour d'Europe avec une association qui s'appelle European Network for Shared Contraception, qui vient faciliter la mise en place de comités d'usagers, faciliter le développement de cette méthode en Europe parce qu'elle est restée franco-française. Et en fait, l'accès au spermogramme et le coût du spermogramme sont déterminants pour pouvoir développer les méthodes. Donc, il y a un énorme travail de développement d'outils, mais qui technologiquement est tout à fait faisable. Donc, c'est Mmh. pareil. J'en appelle à certains financeurs. Si vous souhaitez avancer sur cette voie, vous me contactez parce qu'il y a des voies qui sont prêtes à être financées et à être développées. Et on pourrait avoir des dispositifs autotest pour moins de 10 € sur le marché sous 2 ans. Il suffit simplement d'injecter un tout petit peu d'argent et de pouvoir le proposer. Mais ça, c'est les technologies sont matures pour pouvoir Mmh. le mettre. Et Tout pour à le fait. coup, avec un vrai business, c'est-à-dire qu'on sait que derrière, il y a un modèle économique. Enfin, je veux dire, c'est des sujets sur lesquels, voilà, donc c'est toujours un peu frustrant de voir là, il y a des besoins, il y a des solutions et on trouve pas le financement. C'est toujours très, 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 très agaçant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou peut-être Alors juste, je rajoute, un mot juste pour dire, oui, le CE ne va pas changer tout. Par contre, ce qui a déjà changé maintenant, en fait, c'est la communauté scientifique qui est en train de se fédérer autour de ces recherches-là et de la thermique de manière générale et ça va aider tous les artisans, des contraceptifs sur la thermique et donc il y a des publications, il y a des études qui vont sortir et qui vont sortir en quantité. Il y a une étude rétrospective qui va être publiée en 2024 qui a été menée par le CHU de Saint-Pierre, par le docteur Murillo de 2020 à 2022 sur plus d'une centaine de patients dans lesquels normalement il n'y a pas eu de grossesse, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. En 2025, il y a une étude clinique qui a démarré là maintenant et dont les résultats seront connus, qui a commencé depuis les HUG de Genève par Sarah Arstever sur 35 volontaires. Ce qui est intéressant avec ces deux études, c'est l'internationalisation. C'est une méthode qui est restée en fait toulousaine et ça fait l'une de ses plus grandes faiblesses, c'est que d'autres en fait équipes n'ont pas travaillé en fait à la réplicabilité de ces protocoles et c'est ce qu'on reprochait aussi à la méthode. Ça c'est fini, c'est en train d'être répliqué et dupliqué, ce qui va donner en fait de la consistance en fait à la réalité du protocole. L'essai clinique sur l'AndroSwitch, l'essai de sécurité va commencer là au printemps 2024. On va enfin avoir ce premier essai sur une trentaine de volontaires. Et en 2028, on aura les résultats du gros essai qui sera une étude de performance, ce qui permettra une mise sur le marché. Voilà, 2028, normalement, vous devriez pouvoir le retrouver dans toutes les pharmacies. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. bon, encore un grand voyage. Et entre-temps, bah, tu vas continuer à prendre la parole, on va continuer à militer, on va continuer à ouvrir des espaces de discussion, parce que je crois que c'est intéressant. Voilà. Je pense que même au sein des couples, peut-être c'est plus facile pour les jeunes générations. On va voir ça avec Julie et Léonore, mais je pense que c'est vraiment voilà, des questions à se poser et qui sont intéressantes, vraiment. Et je pense que c'est vraiment, quand je dis souvent que Sex for Good, la sexualité est le dernier bastion du patriarcat pour qu'on puisse envisager une société vraiment plus égalitaire. Enfin, ça fait partie des sujets. Et franchement, voilà, l'intime est politique, on le répète tout le temps, mais je pense qu'on en donne encore une belle vision ce soir. Du coup, on va passer du côté de Brest. Qui va parler? Éléonore, Julie en premier, que je vous... Je vais parler d'abord. D'accord. Alors, je vais essayer de te mettre à l'écran avec nous. Donc voilà, je vous disais, c'est deux jeunes femmes qui sont aussi membres de Sex Tech for Good que j'ai eu l'occasion de rencontrer au tout début puisque c'était un projet qui était fait dans le cadre de leurs études à l'IMT Atlantique, voilà, à Brest. Donc deux jeunes ingénieurs et je trouvais ça intéressant de vous donner la parole. Je crois que vous utilisez à peu près la même méthode peut-être de base dans votre caleçon. Déjà, vous allez nous le présenter, puis après moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'était de voir parce que vous êtes un peu plus jeune et beaucoup plus jeune que moi, ça c'est sûr, et que ce soit deux jeunes femmes aussi qui s'emparent de ce sujet-là. Je trouve ça aussi intéressant d'avoir votre vision du pourquoi et de l'histoire de la genèse de tout ça. Oui, alors du coup, on est super contente d'être là. Moi, c'est Éléonore et je suis avec Julie. On a commencé notre projet il y a 1 an et demi à peu près. Donc au début, c'était un projet qu'on a commencé vraiment en cours de création d'entreprise dans une école d'ingénieurs comme ça à Brest. Et c'est là qu'on a rencontré du coup Christelle qui connaissait une de nos intervenantes. Et on s'est posé la question de pourquoi nous on en a marre de la pilule, nous on en a marre de tout ça.
et pourquoi il n'y a rien pour les hommes de disponible sur le marché. On a creusé le sujet et on a découvert la méthode thermique qu'on a trouvé complètement incroyable. Donc l'Andro Switch, on a découvert, et le Slip Mieux C'est, donc la version textile aussi qu'on a découvert. Ça nous a plu la version textile parce que c'était donc du coup c'est ça sur ce sur quoi on s'est orienté. C'était une version qui nous paraissait un objet du quotidien, en fait, un caleçon, un boxeur, tout le monde connaît. Donc c'est pour ça que nous on s'est orienté plutôt sur le boxeur. Et voilà, donc nous, ce qu'on développe, c'est un boxeur de contraception thermique qui utilise exactement la même méthode. Donc, exactement comme a dit Maxime, c'est un suspensoire. Enfin, ça permet de remonter les testicules dans les canaux inguinaux et donc, pareil, d'avoir cette augmentation de température. Et donc là, on est encore au début de notre projet. Donc, nous, on est beaucoup, beaucoup plus jeunes sur le projet et aussi en âge. Voilà, donc là, on est à l'étape de création de l'entreprise. Première phase de R&D avec un bureau d'études, et on travaille en même temps sur ces certifications on a appris des erreurs des autres, on va dire. Et donc, on travaille avec le CHU de Toulouse pour nous aussi monter, on va commencer sûrement un peu plus tard, mais pour monter un essai clinique et arriver à ce fameux Saint Graal de certification CE. Je crois que votre projet, vous pouvez tous répondre, mais je trouve qu'il a la contraception masculine aussi, il y a cette envie des hommes aussi de prendre leur part et de changer de vision aussi sur la masculinité. Et il y a aussi un autre courant du côté des femmes qui ont envie d'arrêter aussi de prendre des hormones parce qu'il y a des effets secondaires plus ou moins forts. Et du coup, de chercher des solutions qui soient plus qui soient moins impactantes, et certaines qui soient réversibles, comme la contraception masculine dont vous parlez. Et donc, je pense que c'est aussi ça, peut-être deux courants qui, à un moment donné, se rejoignent, de l'intérêt d'en parler, de partager et d'explorer. Oui, on est parti vraiment de ce constat. En fait, nous, c'est vrai que de notre point de vue de jeunes femmes qui qui rentrent dans la sexualité et qui qui sommes dans une école avec plein d'autres jeunes, on se posait la question entre filles, en fait, mais on n'en peut plus. En fait, on connaît tous une femme qui a vécu des complications de santé à cause de sa pilule, de son stérilet, de son implant. Si on a demandé à énormément de gens. Du coup, on est allé sur le terrain poser des questions, et on se rend compte que tout le monde a une histoire d'horreur à raconter sur une contraception dite féminine. Et donc, c'est vrai qu'on on a creusé le sujet, et bon, le sujet est complexe. Il y a plein justement, c'est ce patriarcat, le fait que c'est des grosses certifications médicales. Enfin, il y a plein de choses qui font il y a plein de monde qui s'entrechoquent et qui s'entrechoquent mal. Mais on en arrive à une aberration où maintenant on est là, où on a une dizaine, une douzaine, une quinzaine de contraceptions disponibles pour les femmes, et pas qu'une seule marque en plus, et qui ont tous des effets secondaires un peu aberrants. Et le préservatif et la vasectomie pour les hommes, qui sont, on n'a pas à disposition cette contraception réversible et longue durée qu'on attend désespérément, et qui est un peu miraculeuse avec la méthode thermique. Enfin, nous, quand on l'a découvert, on l'a trouvée vraiment miraculeuse, dans le sens où elle est naturelle, sans hormones, réversible, non invasive. C'est un objet du quotidien, donc un anneau, un caleçon, Oui, et ce qu'on voit, il y a aussi une interrogation, c'est qu'on a des pouvoirs publics. Alors, c'est très bien quand ils font des choses pour la santé, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai qu'ils ont mis de l'argent et pour rendre gratuite la contraception, notamment la pilule pour les moins de 26 ans. Et il y a des fois, on se dit, mais pourquoi aussi il n'y a pas de budget aussi de recherche, parce que je crois que c'est 25 milliards. Il y a un vrai coût de tout ça. Pourquoi aussi on n'en déporte pas un peu pour aider les startups qui recherchent d'autres systèmes qui sont en dehors de cette industrie aussi pharmaceutique. Oui, totalement. Mais et donc, je pense que c'est assez... ouais. Oui, non, juste pour ajouter là-dessus, je pense que c'est assez révélateur, le fait qu'il y en ait vraiment très peu des startups là-dessus, alors que le sujet est si incroyable. Là, je trouve qu'on se marche pas trop sur les pieds. Nous, on est à Brest.
Et, Vu les coûts, mais c'est ce que c'est en train de dire Maxime, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y en a un, effectivement, il va y avoir des études, il va y avoir des certifications, enfin le chemin va être tracé, forcément la concurrence va pouvoir se développer et sans doute qu'à ce moment-là, voilà, il y aura d'autres acteurs qui vont, voilà, encore une fois, bénéficier. C'est ça d'être un pionnier, un évangélisateur, voilà. C'est aussi ça. Oui. Et la suite alors pour vous là? Parce que, Je crois qu'il y a Maxime qui voulait dire oui, quelque chose. vas-y Maxime. Je voulais rajouter un mot sur ça, sur l'inaction politique et pour comment ça s'est pas développé. Alors c'est clair, hein, le politique joue pas du tout son rôle pour plein de raisons, principalement natalistes et assez dominantes aussi. Mais il y a pas que ça. Il y a vraiment une culture en fait de comment fonctionnent les dispositifs médicaux et comment ils arrivent, avec un monopole en fait des firmes pharmaceutiques qui rédigent presque elles-mêmes en fait leurs propres règlements. Euh, et beaucoup d'opacité autour des organismes de notification. Enfin, il y a beaucoup de de sujets à lever en fait et de scandales là-dessus. Et j'en veux pour preuve régulièrement en fait, et souvent on les voit, on les entend dans les documentaires des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'a pas trouvé. Hein, les chercheurs ont cherché, ils ont fait leur travail, ils ont trouvé, ils ont fait leur travail et ils l'apportent en fait aux développeurs. Normalement, c'est le rôle des firmes pharmaceutiques. Il y a une sorte de consensus comme ça où normalement c'est les firmes qui développent et les firmes à chaque fois bloquent et enferment en fait les dossiers à double tour, les brevettes et les enferment pour que ça ne se développe jamais. Et le seul moyen du coup de changer ça, c'est la chance de la thermique, c'est aller low-tech, tout le monde peut se la faire, donc c'est inarrêtable et maintenant c'est foutu parce que une bonne partie de la population au courant, l'information va continuer en fait à se viraliser dans les diverses couches de la société, les technologies aussi, c'est inarrêtable. Et le problème, c'est que cette méthode-là, quand elle va arriver sur le marché, enfin l'avantage, c'est comme elle est low-tech à bas coût, elle va intéresser, bon, pas toute la population, mais une partie, mais elle va forcer les firmes pharmaceutiques, en fait, à changer de braquet. Et les firmes pharmaceutiques vont commencer à développer des choses juste après. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas perdre des parts de marché et donc elles vont développer des alternatives. C'est le seul moyen de forcer les firmes pharmaceutiques. C'est les toucher sur l'argent et les parts de marché. C'est tout. Et avec un autre aspect qui est juste génial aussi, c'est que comme tu dis, c'est low-tech et c'est accessible. Donc ça veut dire que pour plein de pays dans le monde qui juste à présent étaient très très éloignés de la contraception pour ces problèmes-là, voilà, d'accès voilà, aux soins, aux médicaments, à la pilule, même parfois même aux préservatifs. Alors, et les opérations vasectomie haute n'en parlent même pas. Va être une vraie chance aussi de développer ce point-là si le culturel arrive à suivre aussi. Euh, je sais pas, il y avait une question, disons les filles, quelqu'un qui demandait est-ce que vous aviez un peu un agenda pour votre développement, parce que voilà, vous êtes au tout début. Donc, du coup, on est en train de faire notre bureau d'études. Donc là, on est en cours de création d'entreprise. On a déterminé un peu tous nos partenaires, donc que ce soit pour la réglementation, pour la partie essai clinique, pour la conception du dispositif. Et donc là, dès la création d'entreprise, on va pouvoir entamer tout ça. Et donc, ce serait de pouvoir faire notre R&D jusqu'à, on a prévu à peu près mi-2024, commencer ensuite les essais cliniques. Et ça, ce serait pour plusieurs années parce que ça met quand même, enfin, avoir toutes les réglementations, tous les audits pour avoir donc, les marquages, ça va prendre au moins 3 ans. Donc, c'est vrai que le produit final sera sur le marché, on pense, dans à peu près 5 ans. Mais c'est encore vraiment très grossier. Enfin, on a fait un peu un calendrier sur toutes ces étapes-là. Et c'est là où ça nous mène. Donc c'est possible que ça varie. Mais c'était ça qu'on avait à peu près prévu avec Eleonore. Ah, on n'entend plus Christelle. Il faut que j'active mon micro. Ouais. J'ai dit, ça se passe rarement comme on a prévu dans le développement de start-up. Moi, j'avais une question, je ne sais pas, Antoine, Maxime, est-ce qu'il y a un risque par rapport à tout ça ou est-ce que le marché, je ne connais pas bien ce point de réglementation, de voir arriver un projet développé ailleurs et pouvoir être vendu sur le marché? Parce que je sais qu'aux États-Unis, ils sont par exemple très en avance sur la certification de certains dispositifs. Ça a été les premiers, par exemple, de la FDA à donner un agrément à des applications de suivi de règles et donc de dispositifs digitaux et de les considérer comme des dispositifs de contraception. Est-ce que quelqu'un pourra aller plus vite, par exemple, aux États-Unis et vendre en France? Non, pas du tout. Ou oui?
Rien n'est impossible. Par contre, quand nous, on a commencé à parler avec des gens très bien positionnés sur le sujet aux États-Unis, pour eux, c'était vraiment un sujet vraiment de niche, que quelques personnes utilisaient en cas d'impasse contraceptive. Pour eux, il n'y avait pas de vraie demande et ils ne le prenaient pas très au sérieux. Et puis on a pu en parler du coup avec des financeurs, des urologues américains, vraiment des gens de sociétés savantes et tout qui étaient au taquet sur ces questions-là. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a quand même une grande tradition de l'hormonal et la thermique pour eux, c'était vraiment ultra marginal. Voilà, ils pensaient pas que ça pouvait se développer et je pense que c'est une des choses qui a fait qu'ils ont cru dans le projet et que certains ont voulu financer d'ailleurs. Tu Donc voudrais là, dire que la France est en pointe sur ces recherches-là concernant, en tout cas sur les initiatives, les recherches et les produits concernant la contraception masculine? sur la méthode thermique en tout cas. D'accord. Sur la méthode thermique, ouais, pour le moment, on est en pointe. Effectivement, après, c'est un peu une histoire de course et tout. Et je pense que, comme tu disais, hein, quand il y aura un premier produit et que ça va doucement prendre sa place, il y aura évidemment de la concurrence. Là, on peut s'attendre effectivement à des produits d'autres pays, mais aujourd'hui, c'est plutôt français et on a plutôt un boulevard. Max? Ouais, alors pour compléter, l'anneau, lui, il est breveté au niveau international et européen, chose qui m'a en fait énormément étonné. En fait, personne n'avait pensé à aller breveter cette idée-là. C'est vous dire à quel point personne n'y croyait. Hmm. Donc, faut vraiment le voir comme ça. Après, il y a eu et il y aura des tentatives de gens qui tenteront de faire leur business et d'aller produire leurs anneaux en Inde et puis les ramener ici et d'inonder le marché par Alibaba. Ça arrivera certainement. Je pense pas que ça arrive avant l'assertif parce que tout le monde va attendre au final que justement le chemin soit déminé pour pouvoir y aller. Mais bien sûr, ça fait partie du jeu aussi qu'il y ait une diversité de dispositifs. Et voilà, et le but du jeu justement, c'est de proposer une diversité en fait, et de sortir du statu quo et de cette balance entre 13 méthodes disponibles pour les personnes avec ovaires et deux pauvres méthodes pour les personnes avec testicules, juste voilà, briser en fait cette balance en rajoutant des poids du côté des personnes avec testicules. Après, autre méthode, hormonale, enzymatique, tout ça, il y a souvent des effets d'annonce tous les 6 mois, on nous dit attention, il y a quelque chose qui arrive, ça, à chaque fois c'est un leurre total, c'est l'arlésienne en fait, qui maintient les gens en fait dans l'attente. C'est une forme de domination en fait. Mais bon, bref, voilà. Et pour le moment, non, il y a rien qui va sortir du chapeau avant 2028. Il y aura des effets d'annonce comme d'habitude tous les 6 mois, mais je vous garantis qu'il y aura rien. Pour la simple et bonne raison aussi qu'une partie des firmes pharmaceutiques en fait sont bien contentes du travail qui est en train d'être fait en France, du travail qui est fait en Europe, voire aux États-Unis, parce que c'est un travail qui coûte de l'argent d'une certaine manière, qu'ils ne veulent pas faire préparer la population. Et donc, ils attendent que la population soit un peu plus éduquée et sensibilisée pour proposer des alternatives aussi. Pour le moment, on fait aussi le jeu des lobbies pharmaceutiques et autres, et tout type d'initiatives confondues, en fait, malheureusement. J'ai une question là, parce que vous en avez posé tellement. Je vous remercie tous d'être là et d'être aussi actifs, intéressés par le sujet. C'est un vrai bonheur pour nous que, voilà, de passer ce moment-là avec vous et de voir qu'il y a un vrai intérêt. Mathieu qui dit, et dans l'autre sens, est-ce que Thorem ne pourrait pas aller plus vite en commençant à vendre dans des pays où il y aurait une réglementation moins, voilà, Moins strict. moins stricte, ouais. Oui, alors oui, oui, tout à fait. Ce serait tout à fait possible. Après, moi, très honnêtement, je suis pas issu du monde du business. Moi, je suis un infirmier. Je travaillais avec les personnes en situation de grande précarité. Mais mon travail principal, c'était l'accès au droit et aux soins. Donc, je suis parti de là et je suis resté sur mon territoire, assez bêtement, hein, même si j'ai pas mal voyagé. Donc oui, on pourrait imaginer d'autres initiatives sécurisées et aussi performantes sur d'autres territoires pour lever le jeu de la réglementation. Mais faut savoir que voilà, la réglementation européenne, c'est l'une des plus balèzes au monde. Si celle-là, on arrive à avoir les accréditations, en cascade, les autres, ça va être beaucoup plus simple aussi. Donc voilà, autant commencer par presque le big boss et puis en cascade les autres viendront. Mais pareil, si des associations type ONG, j'avais commencé à travailler avec le planning familial sur ces sujets-là, mais on peut retravailler sur les populations en situation de migration ou à l'étranger, c'est avec plaisir. On peut développer ces méthodes qui sont low-tech, à bas coût, avec pareil, impact social ultra élevé. Et je pense que culturellement, on serait pas à l'abri de bonnes surprises pour avoir commencé déjà à défricher quelques zones. Voilà, très honnêtement.
Il y a des questions à pas mal entre l'usage de l'anneau et l'usage du boxer. Alors, donc, est-ce que c'est le boxer, c'est plus simple? Peut-être que vous pouvez poser. Alors, l'anneau, je ne sais pas si on peut, mais parce que c'est la même méthode. Donc, il y a des gens qui se posent la question de, mais voilà, est-ce que le boxer, c'est plus facile du coup à mettre? Peut-être, je sais pas qui veut répondre, parce que l'idée, là, voilà, c'est des offres qui sont c'est complémentaires. Hein, mais votre idée, là, Eleonore? Euh, Oui, nous, on peut répondre. C'est deux usages différents. Il y a des gens qui vont préférer l'anneau, des gens qui vont préférer le boxeur. Il y a des gens pour qui l'anneau, ça va pas forcément être adapté s'il y a une trop grande différence entre le pénis en érection et au repos. Donc, une solution textile, il y a des gens qui se retournent vers des solutions textiles. Donc, il y a des associations en France qui permettent de construire soi-même son boxeur, entre guillemets. Ça ressemble plus à un jockstrap, donc c'est le même système, une solution textile, on va dire. Ces associations, ils ont des tutos aussi sur Internet où on peut se le faire. Ils sont pas dans cette démarche, eux, de certification. C'est plus la personne qui prend en charge soi-même son parcours de contraception. Mais oui, ça dépend des usages. L'anneau, c'est vrai qu'il y a quand même cette praticité. On en a un, on lave et on remet. Voilà, c'est plus to go, mais le boxeur, ça va être un truc un peu plus installé. Et en fait, je pense que, enfin, nous, en tout cas, ce qu'on pense, c'est que ça peut être très complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des anneaux et puis avoir un boxeur ou deux boxeurs ou trois boxeurs. Vous avez une autre dimension aussi, c'est une appli pour le suivi, parce que ce qu'on n'a peut-être Oui, pas dit, c'est que pour ces deux méthodes-là, pour qu'elles soient efficaces, il faut quand même le porter, je crois que c'est 15 heures par jour, peut-être. Donc voilà, il y a aussi peut-être cette dimension-là, parce que vous êtes aussi ingénieur à l'IMT, donc il y oui. avait Je peut-être sais pas si c'était introduire le le même numérique et le suivi avec cette appli. Oui, en fait, c'était notre idée originale dans notre cours, c'était d'avoir cette application de suivi de la méthode thermique. Après, finalement, on a basculé sur une solution sur une solution de contraception pure parce qu'on était, on était là en mode on va pas faire une appli alors qu'il n'y a aucun dispositif présent sur le marché. Oui, notre idée, c'est aussi de développer une application de suivi de la méthode thermique, donc justement pour monitorer ces 15 heures de port par jour, pouvoir rentrer ses spermogrammes et pouvoir avoir ce suivi sur le long terme, en fait, de voir ces courbes descendre, donc avoir des rappels aussi de quand faire ses spermogrammes, des choses comme ça. C'était l'idée. Donc là, pareil, nous, on l'a intégré dans notre business plan. Et donc, on a une maquette pour l'instant qu'on a développée nous-mêmes. Est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que vous avez un proto à montrer à la caméra ou pas du tout? Parce que, Ouais, j'ai l'application là. Après, oui, et le caleçon, vous l'avez pas? Parce que moi, je l'ai vu sur un mannequin, mais Alors, je vais le chercher si tu veux. les conditions du live. En attendant, petite question qui s'était perdue dans le fil, on la repose sur la réversibilité de la vasectomie. Je sais pas si Maxime veut répondre. Voilà, vas-y, on t'écoute. Je change pas la caméra, j'attends le Ouais. retour du caleçon. Je placerai un mot sur les différences les différents outils. Mais gardez en tête que c'est complémentaire. On peut se lever le matin, mettre un jockstrap, un boxer, l'après-midi un anneau. Le principe actif, c'est la chaleur du corps. Donc, vous pouvez utiliser vos mains pour vous contracepter si vous le souhaitez, c'est faisable. La vasectomie. La vasectomie est une stérilisation. Il n'y a pas de réversibilité. Il faut partir comme ça. Oubliez les idées de réversibilité. Évitez d'écouter ce qu'on peut vous dire sur les réseaux sociaux. Les personnes qui disent je vais faire une vasectomie, je m'en fous, c'est réversible, j'irai plus tard. Non. Déjà parce que une vasectomie sur deux, on n'arrive pas à vraiment réaboucher les canaux, et que la vasectomie, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a une réaction auto-immune qui se met en place avec une destruction pure et simple des spermatozoïdes. Quand elle est en place, cette destruction, il est impossible de récupérer des spermatozoïdes. C'est fini. Donc, quand il y a vasectomie, il y a conservation dans un sécoce de gamètes pour garantir, s'il y a le souhait d'une parentalité. Autre truc, le discours de c'est pas grave, c'est réversible. Si ça marche pas, ça veut dire que on a conservé du sperme. On peut dire c'est pas grave, je conserve du sperme. Donc si je veux un enfant, je pourrais le faire avec ma partenaire.
Ce processus-là, ça s'appelle, au final, c'est une fécondation in vitro. Ça demande pour la partenaire des charges d'hormones monumentales, une médicalisation du corps démentielle. C'est violent en tant que tel, d'accord, même si c'est dans un désir de parentalité. Donc, il faut vraiment l'envisager comme la dernière option. Voilà, donc la vasectomie, même si les chirurgiens montent en compétences, le problème, c'est pas réaboucher les canaux, c'est la réaction auto-immune qui se met en place. Celle-là, on ne la maîtrise pas. Plus on attend avant de demander la vasostomie, qui est l'opération inverse de la vasectomie, plus il y a de chances que cette réaction se mette en place. Donc, ne considérez pas cette méthode comme réversible. C'est faux. Ce qui me permet de dire, ce soir c'était la contraception masculine, mais de voir aussi qu'avec ce nouveau mouvement des jeunes femmes et des femmes en général qui ont plus envie de prendre d'hormones, mais donc elles veulent plus prendre la pilule, mais par contre il y a une explosion de prise en fait de la pilule du lendemain, et là aussi en termes de shoot d'hormones, c'est vraiment pas bon. Donc c'est vrai que des fois on se dit mais faut envisager ça, enfin voilà la totalité du spectre, parce que des fois ce qu'on pense de faire de bien pour le corps, si on a recours régulièrement à ça, c'est pas non plus voilà la bonne solution. Et il y avait, on va bientôt terminer, on a 1 heure, on va venir voir le caleçon, hein. Mais tant que j'ai Maxime là à l'image, il y avait quelqu'un qui n'avait pas bien compris pourquoi tu disais que si on utilise toujours la même méthode de contraception, avec le temps, elle est moins efficace. Est-ce que c'est l'habitude? Est-ce parce qu'on fait moins attention ou Alors, pour plein de raisons, mais en fait, c'est statistique. D'accord. Statistiquement, en fait, voilà, 1 année d'utilisation à 85%, c'est 85%. 2 années à 85%, c'est 85% fois 85%. Donc, on perd petit à petit. Alors, c'est difficilement compréhensible, mais voilà, il faut vous dire que statistiquement, même si vous ne variez pas vos usages, en fait, comme vous allez augmenter le risque d'erreur, le risque que votre corps ne réponde plus tout d'un coup à cette méthode-là, etc., vous augmentez en fait le risque d'une grossesse non programmée. Donc c'est vraiment purement statistique, mais gardez-le en tête. Plus le temps passe, moins la méthode est. D'où l'idée de faire des pauses entre deux méthodes. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette précision. Éléonore, est-ce que tu as retrouvé ton caleçon? Mais on t'entend plus. Pardon, oui, il est là. Alors, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Et donc, du coup, c'est ça, c'est un prototype que nous, on a fait au Fab Lab de notre école. Donc, bah, comme vous voyez, ça ressemble à un caleçon tout à fait normal. Il doit passer par encore une grosse phase de R&D. Donc, si on montre à l'intérieur, c'est un anneau aussi. Il y a forcément ce système d'anneaux qu'on a gardé. Et donc, oui, le but, c'est que ça ressemble plus à un objet du quotidien, donc un caleçon tout à fait normal. Et oui, donc là, c'est nous qui l'avons réalisé parce qu'on est accueillis dans notre école, donc à l'incubateur de notre école qui a aussi un Fab Lab et des machines à coudre. Et on a aussi pris des cours avec l'Ardecom, qui est association pour la contraception dite masculine. Et qui est basée, qui ont un fief, on va dire, à Quimper, et donc pas loin de chez nous, encore une fois, Ah, en les Bretagne. Bretons. Les Bretons, on est bien. Et donc là, il faut encore que ça passe par des phases de R&D. On a vu dans le chat une question, est-ce que c'est plus un effet push-up ou est-ce que c'est un système d'anneau? Donc pour l'instant, on a encore intégré l'anneau, mais on aimerait aussi, avec les phases de R&D et avec notre bureau d'études, avec l'Institut français du textile et de l'habillement, essayer de penser à un matériel qui soit le plus confortable possible, et donc avec une remontée qui soit pas juste par des bandes élastiques, mais aussi avec le matériau extérieur qui puisse aider à cet effet de remontée. Ouais. C'est super, je vous remercie tous. On arrive à la fin de cette heure qu'on avait prévu de consacrer voilà, la contraception masculine. Je suis ravie, j'espère qu'a priori les résultats, vous avez l'air plutôt content de cette heure passée avec nous. Elle suffirait pas, hein, je pense qu'on aurait pu dire beaucoup de choses, parce que moi j'aurais vu, donc on a fait les techniques, mais c'est vrai que peut-être on aurait pu aussi insister un petit peu plus sur les freins et ce qu'il va falloir faire pour changer collectivement sur ce sujet. Et voilà, on parle souvent de déconstruction, je n'ai pas forcément ce mot, mais d'envisager différemment nos sexualités, nos libertés, l'égalité femmes-hommes sur ces sujets-là. Il y a encore beaucoup
sans doute voilà, à dire. En tout cas, c'était c'était une première approche. À la veille, demain, c'est la journée mondiale de la contraception. Donc, je trouvais que c'était intéressant qu'on marque le coup et voilà, on s'empare un peu aussi du sujet, que vous preniez aussi conscience que tous ces sujets-là, voilà, ils sont à impact. Il y a des gens fabuleux. Vous en avez eu 4 avec vous là ce soir qui s'engagent au quotidien, dont beaucoup bénévolement. Moi aussi, la première, Sex Tech for Good, c'est aussi du bénévolat. Et on s'engage pour voilà, qu'on ait tous un jour la chance de vivre dans une société voilà, encore une fois, plus égalitaire, plus jouissive, plus inclusive. Donc voilà, c'est intéressant et on a besoin de vous. Voilà, on a vraiment besoin de vous pour que vous nous suiviez dans ces initiatives. Si vous pouvez contribuer, c'est super que vous le fassiez, mais vous pouvez aussi nous soutenir sur les réseaux sociaux en likant, en partageant les publis, en parlant autour de vous et en se disant bah voilà, c'est hyper important d'innover dans tous les domaines de la sexualité parce que voilà, ça va nous faire avancer collectivement. J'espère une société un peu plus chouette. Je ne sais pas si vous avez juste un petit mot peut-être à dire avant de nous quitter. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Julie, Éléonore, Maxime, Antoine. C'était un plaisir et puis j'espère qu'on se retrouvera. On fera peut-être un épisode 2. En tout cas, on va suivre les avancées d'Entrelacs et évidemment de tous les projets de recherche, de certification et de l'Android Switch, évidemment. Donc encore merci et puis je vous dis à tous à très très bientôt pour un autre webinaire. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir, À bientôt. merci. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.